à tous et bon réveil, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse de divertissement sur EZA Télévision. 149 398 candidats composent depuis hier la phase écrite de l'examen national du brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2020. Le compte rendu du démarrage des épreuves dans les départements de l'Atlantique et du littoral, suivi de quelques impressions de candidats, de responsables des centres de composition et de parents de candidats à suivre dans cette matinale. Depuis le mercredi 8 juillet dernier, les corps de métier impactés par les mesures restrictives prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19 entrent en possession de leurs subventions gouvernementales à travers des transferts monétaires, sujet sur lequel le débat sera effectué ce matin. Et pour l'exercice du jour, j'ai l'honneur de recevoir pour vous, chers amis internautes, Arnaud Doumarou. Il sera face à Carles Kitome, journaliste reporter d'images à EZA Télévision. Mais avant tout ceci, chers amis internautes, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin, les prévisions astrologiques du jour qui seront une présentation de Atifa Olafa viennent à mettre un terme à cette émission que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin Programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE. Voici la liste des métiers et emplois éligibles. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune d'Abomey-Calavi, le plan du maire Angelo Arrondinou pour contrer l'inondation vous est dévoilé à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin, BEPC 2020. Plus de 300 absents dans le septentrion. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les coins de sa parution de ce matin le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, EZAE. Le quotidien national d'information consacre sa manchette de ce matin au ministre Alain Orunla à propos de la présidentielle de 2021. Le président Patrice Talon est plus préoccupé par son bilan, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention à ce sujet vous est dévoilée aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Poursuite de l'examen du règlement intérieur du Parlement, les députés en session extraordinaire dès ce mardi. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Matin Libre consacre sa manchette de ce matin à la présidentielle de 2021 et affiche une photo de concertation entre les anciens présidents Thomas Boniaye et Nicéphore Dieudonné Soglo. Le Canard titre « Opposition, quelle stratégie ?» s'interroge-t-il. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Assemblée nationale, modification du règlement intérieur. Les débats reprennent ce jour. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. La Cloche titre ce matin en manchette « Loi sur le parrainage à l'élection présidentielle, un savant dosage pour décourager les candidatures fantaisistes. » Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de la Cloche de ce matin, modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés reviennent à la charge ce jour. Plus de détails dans les comptes de sa parution du jour. Nous passons à présent
Au quotidien, l'économiste qui titre en manchette ce matin Veneste Afrique francophone. Les retombées de la première édition de l'initiative de Rekia Madougou vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, BTP et matériaux de construction, un nid d'opportunités pour les investisseurs. Le matinal titre ce matin en manchette atteinte des objectifs de développement durable. Le Bénin propose 7 messages clés pour 2020. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Transformation de Parakou grâce au projet asphaltage, le maire Aboubakar Yaya reconnaissant envers Patrice Talon. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre également à la une ce matin BEPC 2020 sous le Covid-19, priorité aux gestes barrières. Les résultats proclamés le 2 août prochain. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin décision rendue contre la Cour constitutionnelle du Bénin. Améounou brise les reins à la Cour de l'UEMOA. L'intégralité de son argumentaire vous est publiée dans les comptes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Nous passons à présent au quotidien Diakpata qui titre ce matin en deuxième titre à la une, démarrage du BPC sur toute l'étendue du territoire national. Le premier adjoint au maire de Cotonou sacrifié à la tradition avec le soutien des deuxième et troisième adjoints sous le regard bienveillant du secrétaire général du littoral. Des détails à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Diakpata. Nous passons à présent à Dabarou qui titre ce matin à la une, BPC session de juillet 2020 au Bénin. Parakou, Tchaourou, Mdali, Banikwara ont bien démarré, rapporte le confrère. Des détails dans les codes de sa parution de ce matin. Nouvelle expression en deuxième titre à la une ce matin. Performance économique et niveau de vie des populations. Les éclairages du ministre Romuald Wadaï, ministre de l'économie et des finances, vous est publié à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le révélateur du jour pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Modification répétée du code électoral. Martin Sogba craint un effritement de la démocratie béninoise. Toujours à la une de le révélateur du jour de ce matin. Session extraordinaire à l'Assemblée nationale. La modification du règlement intérieur à l'ordre du jour. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. 1398 candidats composent depuis hier pour la phase écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2020. Sur toute l'étendue du territoire national, dans le département du littoral, le lancement officiel de cet examen s'est déroulé au collège d'enseignement général de Zogbo sous l'égide du secrétaire général de la préfecture du littoral, Serge Wilfried Gbagidi, du directeur départemental de l'enseignement secondaire Robert Bodinou et du premier adjoint au maire de Cotonou, Raoul Awandinou. Le compte rendu est signé Larios Adjabouino. C'est parti pour 3 jours de composition de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juillet 2020. Au lancement officiel des épreuves écrites au CEG Zogbo dans le département du littoral, les dispositions sont prises pour assurer la sécurité sanitaire des candidats contre le coronavirus. Les 4 G, le lavage des mains. Ensuite, le gel ou le liquide hydroalcoolique. Rassurez-vous, les surveillants de salle sont là pour prendre soin de vous, pour que vous puissiez faire cette composition-là dans de meilleures conditions sanitaires. Allez, viens à vous. Cet examen se déroule sous de bons auspices. En effet, nous avons un temps clément. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement, comme vous le voyez. Les dispositions pour faire respecter les mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid. 18 802 candidats répartis en 17 centres, dont un regroupant les sourds-muets, les aveugles et les amblyopes sont inscrits au BEPC 2020 dans le littoral. Face aux épreuves, les autorités les exhortent à la concentration et à la sérénité. Vous devez être serein. Serein parce que ce n'est pas un concours, c'est un examen. C'est une évaluation qui est en train d'être faite pour vous, pour que le meilleur gagne. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Nous leur disons que ce n'est pas un concours, mais un examen. Il s'agit simplement de reproduire tout ce qui a été appris, d'être calme, attentif, de bien lire les épreuves
de manière à ne pas faire d'erreurs bêtes. Pour le compte de la première journée, les candidats composent dans les matières d'expression écrite, de lecture et d'histoire-géographie. Au terme des épreuves de cette matinée, quelques candidats, quelques responsables de centres de composition et également des parents de candidats ont été rencontrés par une équipe de nos reporters composée de Jeff Terunguet et de Jean-Didier Esseka. Ce matin, les apprenants étaient à l'heure en salle. On a démarré à 7 h ici. Ils étaient déjà tous en salle, attendant les surveillants de salle. À notre arrivée, on leur a donné les consignes. Ils étaient calmes, sereins. Je crois que cette année, ce sera un bon résultat. Le BPC était pas mal parce que tout s'est bien passé. Tout était facile à faire pour ne pas être stressé et tout. Donc je me sens bien et je pense que j'aurai le BPC cette année. J'étais plutôt relax. Faut pas beaucoup apprendre, j'ai pas beaucoup appris, mais l'avantage c'est que ce que j'ai appris, c'est ceux qui sont sortis. Donc c'est l'essentiel. Les épreuves sont abordables pour nous. Donc le matin qu'on était venu, on avait respecté les barrières commerciales, cachiner et laver les mains, tout. Donc on avait tout fait. Donc les épreuves sont abordables pour nous. Donc on n'a aucun problème par rapport aux épreuves. Donc tout est bon pour nous. On avait fini pour le matin. Ça reste pour nous pour le soir. On a fait la lecture et la communication écrite. Je me suis retrouvé, ils avaient dit, il y avait 2 sujets. Le sujet le plus abordable, c'est ça, j'ai pris. Je pense réviser le plus essentiel et m'apprêter au pire. Maintenant, la composition, ça s'est bien démarré, tout ça va, les épreuves, c'est abordable, lecture, communication écrite, tout ça va bien. Je me suis très bien préparée pour venir. Avant de rentrer en classe, il y a les robinets, ces consoles là-dedans, on a lavé les mains. Lorsque nous sommes rentrés, avant de lancer les copies et ces consoles, on nous donne les gels pour nettoyer les mains bien avant que le professeur nous lance les épreuves. Je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement qui a mis les petits plats dans les grands. Dans ce centre, au Jessen Rita, les dispositifs de lavage de mains sont partout. Nous avons demandé aux apprenants de se laver les mains avant d'aller dans les salles. Nous-mêmes, en tant que surveillants de salle, nous avons donné des gels hydroalcooliques que nous donnons aux enfants d'abord avant de leur distribuer les feuilles de composition et les brouillons. À chaque épreuve, c'est ce même rituel qu'on répète. Avant de prendre la feuille, on leur donne le gel, ils se rincent les mains correctement, prennent la feuille de composition et la feuille de brouillon, ils finissent de composer. À la fin de la composition, ils vont se laver les mains. Dès qu'ils sortent une fois de la salle, ils se lavent les mains. Dès qu'ils reviennent, ils se lavent encore les mains. Ce matin, comme toujours, déjà à 6 h, nous étions au commissariat de l'arrondissement avec les superviseurs et chefs centre adjoints pour aller ramener les épreuves de la journée, à savoir communication écrite, lecture ensuite et histoire et géographie dans l'après-midi. On est arrivé, on a accueilli les candidats, on a accueilli les surveillants de salle. Quand nous disons accueilli, c'est accueilli avec toutes les dispositions par rapport au mal qui sillonne le monde aujourd'hui. La pandémie a un effet dévastateur partout dans le monde aujourd'hui. Donc les gels hydroalcooliques ont été mis à la disposition des candidats et les surveillants. Les dispositifs de lavage de mains, comme vous le constatez, ont été disposés un peu partout dans le centre pour permettre le lavage effectif des mains par les candidats et surveillants. Et à la première épreuve déjà, les surveillants de salle ont mis dans les paumes de main de chaque candidat des gouttes de gel hydroalcoolique pour leur permettre de désinfecter les mains pour éloigner plus loin que possible de nous ce mal-là. Les résultats sont très très bons, malgré la situation de pandémie que nous parcourons là.
Je l'ai accompagné, je suis venu le soutenir. Donc je l'ai amené le matin. Maintenant, je suis revenu pour voir comment ça s'est passé. Le matin, je l'amène, je lui parle de ne pas avoir peur, je lui donne des conseils. Donc je lui donne des conseils le matin et je l'ai déposé, je suis parti. Je suis revenu pour le voir, pour lui remonter le moral. S'il a bien fait, c'est bon. S'il n'a pas trop fait, je lui donne un peu de courage. Il faut qu'il fasse de mieux. Donc on a encouragé ton plaisir quand on dit on lève pour le macpon. Ni pe nous kundo we ma ou nous plan de ho me on facilement di yo. Ni ça est tondo ma ou nous plan bilan wa ta tomber là on do poloko. Je suis venu voir ma petite sœur qui est en train de composer. Pendant ces moments de composition, nous ne la dérangeons pas à la maison et pour ce qui est de ces travaux domestiques, on essaie de prendre en charge les travaux domestiques à sa place et de l'accompagner au cours de ses révisions, juste pour ne pas trop l'embrouiller. À l'endroit des enfants, je dis de ne pas être stressé. C'est ce qu'ils ont appris pendant 9 mois à l'école qu'on leur demande. De ne pas du tout être stressé. À l'endroit des parents, je vais demander spécialement aux parents de suivre les enfants. Parce que la pandémie qui sévit actuellement fait que tout le monde a peur. Donc de les suivre, de leur parler, de leur donner des conseils, de respecter les gestes barrières, tout simplement. À l'endroit des parents, c'est de leur dire de veiller à ce que les enfants ne se mettent pas dans des conditions compliquées, c'est-à-dire qu'ils soient à l'abri des moustiques, pour que pendant ces 3 jours-là, qu'on puisse leur éviter les risques de maladies possibles. Aux candidats, je leur dis non, du courage et bonne chance à eux. Je leur demande d'être sereins, d'être calmes devant les épreuves. Tout ce qui va être administré, c'est pareil à ce qu'ils ont déjà vu dans les classes. Ce n'est pas un concours, c'est un examen, donc c'est à portée de l'élève moyen. Il n'y a pas de difficulté majeure, tout se passe bien. Et nous avons bon espoir que ça va se poursuivre de la même façon jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire le mercredi à 10h. La célébration de l'an 1 de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin, PADEM Bénin, s'est déroulée les vendredis 10 et samedi 11 juillet 2020 à l'hôtel Le Guestier de Toribocito. Avant la phase festive prévue pour le samedi, les professionnels des médias ont passé quelques heures à examiner la loi portant code de l'information et de la communication et la loi portant code du numérique au Bénin. Il était question d'envisager des démarches visant à rétablir la suppression des peines privatives de liberté pour les journalistes. ESAE-TV y était et voici le compte rendu signé Carles Kitomi. La coupure de ce gâteau à l'hôtel Le Guestier de Tori le 11 juillet 2020 marque le dernier acte de la célébration du premier anniversaire de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin. La lecture croisée des 2 textes de loi qui régissent le monde de la communication au Bénin a occupé l'aspect intellectuel de cette fête. En réalité, il faut reconnaître que la loi portant code de l'information et de la communication a prévu plusieurs dispositions avantageuses pour les médias. Et on peut avoir l'impression que la loi portant code numérique est venue remettre en cause cette situation-là. Je dis on peut avoir l'impression parce que quand on lit la loi portant code numérique et quand on considère le journaliste comme étant un citoyen, on peut considérer que désormais lui aussi peut aller en prison lorsqu'il diffame ou il commet une infraction par le biais des médias en ligne. Alors, il faut quand même relever que l'article 558 de cette loi-là prévoit que les infractions de presse commises par les journalistes lorsqu'ils officient par les médias en ligne, on doit pouvoir retourner à l'application de la loi portant code de l'information qui est une loi avantageuse pour les journalistes. Aujourd'hui, on peut avoir l'impression au regard de certains procès récents que la justice a tendance à préférer l'application exclusive de la loi portant code numérique aux professionnels des médias en ignorance de l'article 558. Et c'est ça qui crée toute la problématique qui nécessite une réflexion, une discussion pour que désormais
On clarifie la situation pour savoir lorsque le journaliste utilise les médias en ligne et commet une infraction, est-ce qu'on lui applique quand même la loi portant code du numérique ou bien il faut retourner à l'application de la loi portant code de l'information. C'est là qui est tout le... Le communicateur du jour, Maître Brice Oussou, a indiqué des pistes pour lever cet équivoque parfois fatal pour les journalistes. J'estime qu'il faut discuter. C'est vrai qu'il y a des procès en cours, jusqu'en cours de cassation, où la Cour suprême peut situer les uns ou les autres. Mais en dehors de cela, je crois qu'il faut que les différents acteurs discutent. Les acteurs des médias, les acteurs de la justice, la HAC, les associations professionnelles, pour que ce débat soit fait, qu'on clarifie, qu'on fasse une clarification conceptuelle, une clarification de l'application des lois, pour que ce que le législateur veut, l'esprit du législateur, comme j'ai tendance à le souligner, qui est que le professionnel de l'information n'aille pas en prison pour des infractions qu'il commet dans l'exercice de sa profession, que cet esprit du législateur soit sauvegardé. Parce que je peux vous dire que j'ai participé aux différents travaux qui ont abouti à la prise de ces lois-là. Et l'esprit de la loi, c'est d'éviter que désormais au Bénin, le journaliste aille en prison en ce qui concerne les infractions qu'il commet dans l'application, dans l'exercice de sa profession. Au cours des échanges, le président de la PADEM Bénin, Basile Chibozo, a rappelé aux professionnels des médias l'importance de la maîtrise des tests qui régissent la profession, en commençant par le code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Je vous invite à suivre ces propos recueillis par Carles Kitome. Entre le code de l'information de la communication qui le rétablit et le code du numérique qui nous déstabilise, nous devons faire très attention. L'attention, c'est quoi? C'est le respect des normes déontologiques de la matière. Un journaliste, c'est un sachant. Un journaliste, c'est un spécialiste de l'information et de la communication. Quand il prend son bic, sa plume, son micro, il sait ce qu'il veut dire parce qu'il a appris ça. Ce n'est pas le cas de citoyen lambda qui, avec son smartphone, tape et balance l'information. Et c'est pourquoi moi je veux souhaiter que la loi sur le processus de numérique s'applique fondamentalement à ceux-là, aux journalistes. Et heureusement qu'ici, on a pu sortir que dans l'application, dans l'exercice de sa fonction, le journaliste ne doit pas être poursuivi par le code numérique. Ça, c'est une nuance fondamentale qu'on a eu ici, qu'on n'avait pas avant. C'est pourquoi il est juste bon que les faits multiplient les renforts de capacité pour que l'ensemble des médias soient au courant de ce qui se passe. Vous avez vu une proposition d'Éric Debré qui a dit il faut étendre cette communication à l'échelle nationale. C'est pour souhaiter que les jeunes journalistes soient plus en compte, etc. On doit faire attention parce qu'on doit être muet en ce qui concerne notre corporation. Chers amis, le vrai problème, c'est qu'on ne lit pas. On ne lit pas, on est toujours venu par le très facile, on court tout le temps derrière les gros mots de la petite partie qui n'existe plus. C'est ça le livre fondamental de notre corporation. Mais lorsqu'on n'a pas les outils, qu'est-ce qu'il faut faire? Le retour au code, à la déontologie. Au code de la déontologie de notre métier. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'une information? Qu'est-ce qu'une information sensible? Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Un peu social du journaliste, etc. La vie privée, on ne touche pas, etc. L'expression de fond, on ne touche pas. Ces choses-là sont basiques, on va me donner à l'école pour ça. Je voudrais inviter les amis, nous tous, à faire attention à ces petites choses-là. Moi, je ne sais pas si ça a été jamais mis en prison de fois, après 22 ans de carrière. Moi, si tu vois, après 7 ans de carrière, j'ai jamais été mis en prison. Voyez-vous? Parce que, vous savez, le grand morceau et le je sais tout, ça ne dit pas un journaliste. Non. Un journaliste professionnel. C'est lui qui a ça comme profession. Donc, il faut qu'on fasse attention. Je voudrais aussi souligner un de aspects en ce qui concerne le code de l'information et de la communication, qui est l'élément sur lequel nous nous battre. À savoir quoi? C'est le code qui institue le FADEM, le Fonds d'appui du droit des médias, à titre en œuvre. C'est le code qui institue la fiscalité à l'énergie aux entreprises de presse, à titre à l'année. C'est le fonds qui dit qui est en droit de presse au Bénin. Deux
Depuis le mercredi dernier, les corps de métier impactés par les mesures restrictives prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19 entrent en possession de leurs subventions gouvernementales à travers des transferts monétaires. En effet, le gouvernement béninois, après la levée du cordon sanitaire installé pour empêcher la propagation de la Covid-19 au Bénin aux premières heures de la pandémie, a annoncé des mesures d'atténuation des effets socio-économiques causés par les mesures restrictives. Ainsi, des dizaines de milliers de Béninois exerçant dans les métiers tels que les coiffeurs, les couturiers, les coiffeuses également, les éléments intervenant dans la chaîne de transport en commun, les soudeurs et autres artisans ont perçu des subventions allouées sans distinction de coloration partisane ou d'autres considérations. Ce sera tout pour cette présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur Réseau Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laïli. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le débat sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, également dans le bulletin matinal d'information, les Béninois, les artisans des corps de métier ont commencé à percevoir les subventions prévues par le gouvernement dans le cadre des mesures prises pour atténuer les effets socio-économiques causés par la pandémie de la Covid-19. Arnaud Doumarou, journaliste au quotidien Fraternité, est notre invité ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Dites-nous, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le gouvernement a tenu promesse? Oui, il faut le dire. Mieux vaut tard que jamais. Il faut dire que le gouvernement a aussi les mesures que, bon, finalement, certains artisans sont déjà entrés en possession en tout cas des fonds promis, allant de 45 à 100 et quelques mille francs pour certains. Il y a d'autres qui ont perçu également 200 000 francs CFA, d'autres conducteurs également 300 000 francs CFA. Je ne dis pas non, mais je dis toujours est-il que mieux vaut tard que jamais. Et qu'il faut qu'on puisse poursuivre cette lancée-là et qu'on sache également que ce n'est pas encore la fin de la pandémie, qu'on est en train d'atteindre certains pics. Et que par rapport à ça, même si on estime aujourd'hui qu'on a ouvert certains centres pour recueillir la reprise des activités, l'impact est toujours là et il faut continuer à soutenir les couches les plus défavorisées. C'est là toute la problématique. Soutenir les couches les plus défavorisées. Arnaud Doumarou parlait tout à l'heure de certains artisans qui ont perçu cela, mais est-ce que cela n'est pas dû au fait que, à l'annonce de ce recensement qui a été entrepris par le gouvernement, le fait que les citoyens étaient un peu réticents, du fait qu'ils avaient peur que ce soit une base de données qui soit constituée pour répertorier ceux qui ont des dettes envers l'impôt? Je dirais oui parce que généralement les Béninois aiment contourner la fiscalité. Et les gens, ils ont toujours voulu exercer dans l'informel. Et voilà aujourd'hui une pandémie qui est venue tout arrêter et il fallait quand même avoir recours à une subvention pour se relancer. Et là, c'est l'honnêteté qui joue tout le jeu. Donc des gens ont refusé d'aller se faire enrôler parce qu'ils craignaient que les impôts leur reviennent après, parce qu'ils volent l'État depuis des années, ils ne veulent jamais payer. Maintenant, ils ont des problèmes et ils ont même peur de dire les problèmes qu'ils ont parce qu'ils ne veulent pas payer leurs dettes. Ça, c'est un. Le deuxième point, c'est que les gens se sont dit que quand ils vont dire leur réel chiffre d'affaires, c'est sur une base après pour pouvoir les imposer, pour qu'ils paient les impôts. Donc, les gens ont réduit les montants au minimum possible, le plancher minimum. Ils se sont fait enrôler parce qu'ils doutaient que l'État puisse vraiment tenir promesse. Aujourd'hui, l'État a fait ce qu'il avait à faire.
Ceux qui ne se sont pas enrôlés, ils sont en marge, ils peuvent pleurer, ils peuvent tout dire. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils ne sont pas là. Aujourd'hui, ils peuvent s'enrôler. Mais ceux qui ont déclaré de petits montants, aussi de petits montants, aujourd'hui se disent que ça ne suffit pas pour régler leurs problèmes. Mais c'est sur une base de déclarations. Même l'impôt au Bénin, c'est sur la base des déclarations. Donc, c'est leur déclaration qui les a mis à ce niveau-là. Donc, ils souffrent que cela se passe ainsi. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, normalement, l'État a un devoir de commencer à frapper. Parce que quand on vous a donné une subvention parce que vous n'avez pas travaillé pendant un moment, aujourd'hui on vous permet de ne pas travailler à nouveau et on essaye quand même d'alléger les pertes que vous avez eues. Vous êtes en devoir de respecter les mesures. Parce que c'est une chaîne. Les mesures ont été imposées, c'est parce qu'on estime que vous avez respecté les mesures, qu'on vous apporte une subvention. Et ce n'est pas après avoir reçu ces mesures-là, après avoir baissé ça, que vous allez refuser de respecter les mesures qui ont été prises. Dans la mesure où, quand vous prenez les gens qui sont dans le transport en commun, on a dit de mettre les gens à 2 par banquette. On leur a donné de l'argent. Les gens ont pris jusqu'à plus de 200 000 francs. Mais ils continuent de mettre 3 personnes par banquette. L'État qui a souffert, qui leur a donné ça, quelle doit être sa réaction? C'est réagir. C'est sanctionner sans état d'âme. Ceux-là qui ont refusé de s'enrôler et qui pensent qu'aujourd'hui, il faut qu'ils enfreignent la loi pour pouvoir compenser ce qu'ils n'ont pas gagné, qu'on les frappe. Ce n'est que de leur fait. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, l'État est en droit de frapper dur et fort pour que les gens puissent respecter les mesures, pour que la tendance change. Le pic, là, on doit être sur un plateau aujourd'hui. Ça doit être parce que on a dit respecter, on vous aide, on a aidé les gens. Donc les gens n'ont plus aucune raison de ne pas respecter les mesures qui ont été prescrites. Moi, c'est ma réaction. C'est votre réaction. Alors Arnaud Doumaou, qui a anticipé sur ma seconde question à votre endroit, on note dans le rang des bénéficiaires de ces subventions qu'il y en a certaines personnes qui estiment que le montant qui leur a été transféré n'est pas à la hauteur un peu de ce qu'ils devaient recevoir compte tenu de leurs revenus, compte tenu de leur activité, de la densité de leur activité. Est-ce que cela n'est pas dû au fait qu'ils ont effectué de fausses déclarations, je dirais, lors du recensement, de peine d'être rattrapés après par le paiement des impôts? Bon, là, il faut marquer une nuance, parce qu'il n'y a pas de pays, il n'y a pas de secteur informel. Il y a toujours quelque part d'informel dans les États. Et donc aujourd'hui, ici, également au Bénin, il y a également certains qui sont dans l'informel et ceux qui peut-être ont craint de faire d'être même quand on est dans l'informel et qu'on veut recenser. Lors de la déclaration, c'est pour dire qu'en réalité, ceux qui sont dans l'informel, ils n'avaient pas à craindre par rapport à la déclaration, pour ceux qui se sont prêtés à l'exercice. Ceux qui ne voulaient pas ne se sont pas prêtés à l'exercice. Mais ceux qui sont dans l'informel et qui se sont prêtés à l'exercice ne se sont pas mis dans une posture de genre, je vais faire une fausse déclaration. Mais ceux qui étaient dans le secteur formel et qui ont fait des déclarations, ont fait des déclarations sous réserve, donc avec je ne dis pas forcément fausse déclaration, mais ils ont fait des déclarations sous réserve, ils n'ont pas tout déclaré. Et aussi, il ne faut pas oublier que, également à ce niveau-là, il y a des gens qui sont dans le formel, mais qui n'ont pas déclaré tout leur emploi. Vous voyez, et donc tous ces paramètres-là sont pris en compte dès lors qu'il s'est agi maintenant d'apporter une subvention. Et donc je crois que ceux qui sont en train de se plaindre, n'ont aucune raison de se plaindre parce que d'ailleurs, ils ne savaient même plus si finalement le gouvernement béninois allait faire quelque chose en leur faveur. Et donc je crois que c'est un miracle que déjà sous le logique du parti Talon qu'on arrive à de telles mesures en matière sociale. Est-ce que vous insinuez que le gouvernement n'est pas suffisamment social dans l'ensemble? Est-ce que vous insinuez qu'il n'y a pas eu de mesures sociales qui ont été prises par le passé? Je n'insinue rien, mais je constate quand même que les Béninois savent qu'avec le gouvernement, la rupture, ce n'est pas du cadeau. Donc chacun gagne à la sueur de son front. Et dès lors que, finalement, vous avez vu les critiques au départ, on reprochait quand même par rapport à ce qui se passait dans les pays voisins. On reprochait à l'État du gouvernement béninois de ne pas être suffisamment aux côtés de celles des couches les plus défavorisées. Et que finalement, le gouvernement du parti Salon arrive finalement à débourser ces sous-là. Je crois que c'est déjà heureux et qu'il faut saluer cela. Mais il dit en plus qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour les couches qui attendent toujours à cause des questions de recensement. Parce que là, nous parlons des artisans. Et les artisans ne sont pas forcément les couches les plus défavorisées. Et donc, il faut que la procédure en cours par rapport au recensement des personnes les plus défavorisées puisse aller très vite en cours, parce qu'il ne sert à rien, par exemple, que les gens meurent et qu'après les subventions viennent. Que la subvention vienne. Alors, de moment, avant de retourner vers Carles Kitomé, dites-nous,
Au cours de ce paiement-là, on a noté quand même une chose assez inédite. Les paiements n'ont pas été faits sur la base de critères partisans, sur la base d'appartenance à telle formation politique ou à telle autre, et les transferts ont été faits directement aux bénéficiaires. Est-ce qu'on peut dire que cela met fait quand même à certaines suspicions qui, pendant longtemps, ont, je dirais, jalonné l'esprit des Béninois? Il faut dire la procédure. La procédure, c'est que depuis un moment quand même, c'est que désormais, vous avez vu, on est en train de limiter les contacts physiques pour lutter contre la corruption. Parce que vous prenez par exemple les artisans, les enseignants, vacataires, contractuels, des aspirants, voilà le mot que je cherchais, des aspirants par exemple, désormais le virement est bancaire, et puis chacun a pu, on a limité les contacts, et puis c'est l'État qui centralise. Donc je crois que c'est une méthode de gouvernance qui est en train de... Mais quel est l'intérêt de cette procédure? L'intérêt, la première chose d'abord, c'est la question de la lutte contre la corruption. Parce que si on avait demandé à ces personnes-là de prendre des personnes physiques pour aller chercher leurs sous, forcément, il y aura des intermédiaires, des gens qui vont vous dire, d'accord, l'État a envoyé, mais moi, je vais prendre du carburant pour venir chez toi, je dois prendre du carburant pour vous appeler, du crédit pour vous appeler. Je perds de mon temps pour vous recevoir. Il faut quand même faire quelque chose. Et donc, pour limiter, pour rompre cette chaîne-là, on fait directement les transferts. Je crois que ce n'est pas une première, c'est une méthode de gouvernance que le gouvernement adopte depuis un moment pour limiter, je crois d'abord, pour s'assurer d'abord du fait que les sous sont réellement allés aux bénéficiaires, mais également du fait que pour éviter également les faits de corruption. Les faits de corruption. Kaleski Tomé, est-ce qu'on peut dire que véritablement, comme le disait tantôt Arnaud Domarou, cette procédure adoptée par le gouvernement est beaucoup plus pour empêcher et enrayer la corruption qui subsiste dans ce milieu, quand on sait que par le passé, tout ce qui est microcrédit, tout ce qui est œuvre caritative et sociale émanant du gouvernement a toujours une teinte politique où ce ne sont que les partisans du régime en place, ce ne sont que les courtisans du régime en place qui jouissent quand même des fruits de telles actions. Pour cette fois-ci, pour cette première, on a vu des transferts directs à l'égard des bénéficiaires qui ont eu à même fait des captures d'écran et qui ont publié sur les réseaux sociaux. Ben, je vais commencer par dire que la méthode, je l'apprécie, elle est bonne, mais ça ne peut pas forcer, rompre définitivement la chaîne qui permet à ceux qui sont proches du pouvoir de décision de profiter de certaines choses. Mais en la matière, je salue la décision dans la mesure où le fait de limiter quand même les contacts physiques, il ne faut pas que quelqu'un vous fasse croire que c'est grâce à lui que vous avez été sélectionné. Parce que s'il le dit, il serait en droit de vous réclamer quelque chose en retour. Et si quelqu'un dit c'est moi qui suis allé chercher l'argent pour vous payer, il peut aussi réclamer quelque chose. Donc je crois que le gouvernement de la rupture a quand même trouvé la formule pour limiter autant que possible cela. Mais il faut saluer, il faut quand même noter qu'au Bénin, il y a une certaine lenteur administrative. C'est vrai que mon vis-à-vis a dit que mieux vaut tard que jamais. On peut dire oui. Mais quand nous avons l'habitude d'être confrontés à l'administration, nous savons que ce n'est pas forcément la célérité. Ce qui fait que ça fait le circuit, comme on le dit chez nous, avant que les gens ne soient satisfaits, parce qu'il faut enrôler, il faut traiter, il faut faire tout ce qu'il faut. Et donc, ça veut dire que à chaque étape, nous devons nous rendre compte que notre administration peut être plus performante, que notre administration a besoin d'être dynamisée, sinon redynamisée, pour que nous ne soyons plus là à parler de mieux vaut tard que jamais. Non seulement en cette matière, mais dans plusieurs autres matières. Quand vous avez besoin d'une pièce administrative, il faut voir le temps que ça fait. Donc, c'est vrai que nous sommes ici en train de résoudre, de répondre à une question, comment les suites du coronavirus, c'est vrai que ce n'est pas encore fini. Il faudrait encore être plus performant, plus prévoyant pour vraiment éradiquer ce mal et regarder de l'avant. Mais en même temps, nous avons besoin d'une plus grande performance de notre administration publique pour que nous ne soyons plus là à nous plaindre de quoi que ce soit. Si nous voulons avancer, il faut forcément que les dossiers aillent vite. C'est vrai que les dispositions sont prises à gauche et à droite, mais ce n'est pas encore... Il reste encore à faire pour espérer aller plus vite. Il reste encore pour espérer aller plus vite. Très rapidement, Kaleski Tomé, avant de revenir à Arnaud Domarou, tout à l'heure, il faisait des commentaires par rapport au social sous le régime du président Patrice Talon, comme quoi le régime n'est pas suffisamment social. Est-ce que cela n'est pas dû à la comparaison qui est faite avec le régime précédent, le régime de Thomas Boungaï, où on confondait les actions politiques aux actions sociales? Comparaison n'est pas raison, dit-on. Et à chaque temps, c'est mœurs. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le Bénin soit dans les mêmes dispositions qu'avant 2016. Le président Ebony est venu avec des contingences. Le président Patrice Talon est venu avec d'autres contingences. Et nous n'avons pas forcément... Aujourd'hui, quand la Banque mondiale dit que le Bénin a changé de catégorie, c'est quand même le fruit de quelque chose. C'est forcément le travail, c'est forcément les souffrances
des Béninois qui ont payé. Nous nous plaignons, mais ça a payé quelque part et ça nous permet d'être plus crédibles. Donc c'est un choix du gouvernement, quitte à ce gouvernement d'avancer et sur cette voie pour que nous soyons encore plus crédibles et que ça apporte quand même plus, ça nous donne plus de moyens d'accès à notre développement. Et donc c'est un choix, je ne vais pas juger l'un et l'autre, mais je pense que ça nous permet d'avancer si celui qui est là aujourd'hui peut faire davantage et que son successeur puisse encore faire mieux. Vous savez, moi je prends sur l'exemple d'un pays que je connais très bien. Moi, je vivais au Ghana à un moment donné, quand la Banque mondiale et le FMI disaient que le Ghana était le meilleur élève, mais les populations souffraient et criaient tout le temps, pendant 2, 3, 4 ans. Les gens ne faisaient que se plaindre. Mais après, quand la relance est venue, les gens ne se sont plus plaints. C'est arrivé et puis le pays a changé de visage tout de suite et on a vu. Donc, j'ai espoir que c'est la même chose qui va se produire chez nous. C'est vrai qu'eux, à un moment donné, ils ont commencé à exploiter leur pétrole. Nous n'avons pas eu de pétrole, mais j'espère quand même que la tendance sera la même à notre niveau. Alors, nous parlons d'espoir et d'espérance. Arnaud Doumaou, le gouvernement a impacté les agents des petits métiers, les coiffeurs, les couturiers, les soudeurs, les artisans, les mécaniciens et autres. Le gouvernement également, depuis quelque temps, a entrepris une série de remerciements à l'endroit de plusieurs professions, à savoir les professionnels de la santé, les professionnels des médias, les agents de forces de défense et de sécurité également. Ceux de la santé, on entend selon quelques bruits de couloir qu'il y a des primes qui sont perçues pour la gestion de cette pandémie. Est-ce que vous ne pensez pas également qu'il doit y avoir également un clin d'œil à l'endroit ou à l'égard d'autres professions? Oui, tout à fait, notamment notre profession, notamment la profession exclusive des journalistes, parce que vous savez que nous sommes au fond tout le temps. Et pourtant, on n'a pas l'impression que les journalistes soient véritablement pris en compte dès lors qu'il s'agit d'une mesure spéciale. Selon vous, Arnaud Doumaou, en tant que professionnel des médias qui réside depuis un certain nombre d'années, dites-nous comment on peut effectuer ce recensement au niveau des journalistes, selon vous? D'abord, la première chose, c'est que... Est-ce que ça doit être parachuté directement au niveau des organes de presse ou bien on doit faire comme avec les petits métiers où il faut directement impacter le journaliste lui-même à travers le transfert? Vous doutez quand même que je ne vais quand même pas dire que qu'on parachute cela au niveau des entreprises. Ce n'est pas possible parce que vous savez que les entreprises sont bien prises en compte. Parce que quand on parle des entreprises, il y a des entreprises de presse et donc l'État, en prenant en compte par exemple les factures d'eau et d'électricité pour les entreprises, nos entreprises de presse sont également concernées par cette mesure-là. On ne va pas prendre une mesure à l'endroit des journalistes et déverser. C'est des mesures individuelles, donc. Voilà, individuelles. Mais surtout, ce que j'aimerais faire service, c'est que vous voyez, par exemple, on fait beaucoup de dons, de distribution de masques et de gel. Des gels hydroalcooliques. C'est devenu même une opération sous fond politique même. Je suis d'accord avec vous. Ce que vous constatez qu'au niveau du ministère de la Communication, on n'a pensé à rien du tout pour les journalistes. Et pas du ministère de tutelle, alors que nous sommes, même si on confinait les gens, les journalistes sont censés aller à la quête de l'information pour que même les gens confinés à la maison puissent avoir droit à l'information. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque nous sommes un peu partout et que vous avez un ministère de tutelle qui, juste là, observe, et donc observe, constate donc que chacun se débrouille, il y a des questions à se poser. Lorsque vous avez par exemple la RAC, quand même, qui régule dessus, d'accord, mais également pour sa situation exceptionnelle, des exceptionnels, peut également se dire qu'est-ce que nous avons fait quand même à l'endroit des journalistes. Il ne s'agit pas tout le temps de prendre des mesures répressives pour dire non, ils ont mal fait ci, ils ont mal fait ça. Et si en tout temps ici ils mouraient, est-ce qu'on allait venir prendre les mesures restrictives? Donc je pense fondamentalement que c'est un appel c'est un plaidoyer que je dirais au niveau du ministre de la Communication. Allez, nous faisons depuis quelques temps ce plaidoyer-là, on a l'impression qu'on ne nous entend pas suffisamment, mais nous ne sommes pas découragés. Nous faisons toujours le plaidoyer. Il faut qu'on puisse soutenir les organisations professionnelles, l'Union des professionnels médias, qui tout le temps est sur le terrain de la sensibilisation, tout le temps est sur le terrain de la distribution, de l'accompagnement par rapport aux masques et consorts. Vous avez parlé dans votre élément tout à l'heure de la PADEM Bénin, également qui a distribué des dispositifs de lave-main, des masques de protection, des gels hydroalcooliques, des gants. Aux journalistes, mais il faut que tout cela soit soutenu quand même par un niveau un peu plus supérieur au niveau institutionnel, dont nous pensons notamment. Je suis d'accord que le ministère de la Santé a déjà suffisamment à penser à son personnel, c'est-à-dire les agents qui sont déjà en contact direct
avec les valeurs. Mais non, mais nous sommes en contact avec tout le monde. Nous sommes en contact avec tout le monde. Alors, Carles Kitomé, tout à l'heure, à nos on parlait des professionnels des médias, également les agents de forces de défense et de sécurité qui ont assuré la garde au niveau de ces hôtels qui ont eu à prendre en charge les voyageurs pour la mise en quarantaine. Nous avons également les professionnels des médias qui vont au contact de tout le monde, de tout cuidam, dans la rue, un peu partout. Est-ce que vous ne pensez pas que ces mesures d'atténuation doivent également impacter cela? Et selon vous, si ça doit être le cas, quelle pourrait être la forme que doit prendre la procédure pour impacter les journalistes professionnels des médias dont vous en faites partie? Je dirais d'abord que le jour où le ministre de la Santé, Benjamin Moupati, a annoncé ces mesures, les professionnels, il n'avait pas annoncé ces mesures concernées, mais c'était devant des professionnels des médias qu'il avait annoncé ces mesures. Et c'est les professionnels des médias qui ont diffusé cette information pour que les gens sachent ce qu'il fallait faire. Et donc, sans les professionnels des médias, je crois que sa communication aurait souffert de quelque chose. Maintenant, en ce même jour, les journalistes avaient demandé pourquoi est-ce que nous, journalistes, n'étions pas concernés. Mais il avait dit qu'on serait pris en charge dans une autre tranche. Je crois, hein, c'était à ma présence. Donc, c'est ce qu'il avait insinué. J'ai dit insinué comme ça, mais jusqu'à ce jour, je me rends compte que rien n'a été fait. Rien n'a été fait, mais les coiffeuses n'étaient pas face à lui, c'était nous. Et quand il s'est agi de faire des constats par rapport au centre où les gens sont confinés ou par rapport au centre où les gens sont sous quarantaine, quand il s'est agi d'aller constater qu'on avait reçu du matériel, nous avons traversé tout le pays. Parce que ce n'est pas chez nous. On n'avait pas apporté le matériel chez nous. Nous sommes mobilisés en tant que journalistes pour aller là où le matériel était stocké. Nous sommes mobilisés pour aller dans les centres. Nous sommes mobilisés pour aller écouter le ministre de la Santé, le ministre de la Famille. Nous sommes mobilisés pour aller au contact de tout le monde. Mais aujourd'hui, ils nous disent que ce mal-là est partout. Et nous sommes partout. Et c'est nous qui sommes oubliés. Je crois qu'il faudrait qu'on réfléchisse autrement. Je sais qu'on méprise un peu cette profession-là aujourd'hui. C'est personnel ce que je dis. J'ai l'impression que nous sommes méprisés parce que quand nous voyons tout ce qui se passe, gestion de la campagne, et on ferme les organes, les gens ont fait les démarches, ça n'a pas abouti. On dit d'arrêter. On n'apporte rien. Et nos fêtières même ne peuvent plus vraiment agir. Je ne sais pas ce qui les freine, n'ont plus la même verve qu'avant. Je crois qu'on nous méprise et il faudrait qu'on puisse rétablir quand même notre honorabilité. Et en cela, je dirais, s'il fallait aujourd'hui apporter une subvention aux journalistes, je suis sûr qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de gens contents. Parce que tel que ça se passe, il y aura tellement de catégorisation qu'une bonne partie se trouverait en marge de cette subvention, même si les gens se font enregistrer. Parce que quand on envoie quelqu'un qui a déjà suivi des séminaires organisés par l'État béninois en tant que journaliste, quelqu'un qui a combattu devant un tribunal en tant que journaliste, et qui un jour se retrouve face à un tribunal et qu'on lui demande de faire la preuve qu'il est journaliste et qu'il va en prison parce qu'il n'a pas été en mesure de faire cette preuve, je crains. Vous craignez. Merci à vous, Carles Kitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à la télévision. Vous étiez face à Arnaud Doumarou, journaliste au quotidien Fraternité. Vous avez un petit mot pour clore? Non, j'aimerais encourager le gouvernement à aller beaucoup plus en le sens où nous sommes en parlant de ce sujet d'accompagnement au plan social. Et notamment, il y a un projet qu'on attend juste là, la généralisation de ce projet, le projet ARCH. Le projet ARCH, si vous faites une observation, Carlos a parlé en temps de classement du Bénin par rapport à la Banque mondiale. Si vous lisez le rapport, en tout cas l'interview accordée par le quotidien du service public, et là, la dame a également fait mention du projet H qu'on attendait depuis quelques années déjà, parce que véritablement pour nous autres, nous pensons que c'est le plus grand projet en matière sociale du régime participatif. Je crois que le gouvernement est dans sa pédagogie et nous allons espérer dans les jours à suivre, les mois à suivre, que cela soit véritablement effectif. Merci à vous, Arnaud Doumarou. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Fraternité. Chers amis internautes, Frimatin tend vers sa fin. Nous installons la dernière chroniqueuse, c'est Atifa Olafa, pour les prévisions astrologiques de ce mardi. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à vous amis internautes. Démarrons comme de coutume les prévisions astrologiques de ce mardi par les natifs du signe Bélier. Cher ami Bélier, une Vénus complice vous promet des instances inoubliables avec vos proches. Le bonheur est tout près, vous recherchez une grande liberté, ce qui pourra casser des relations existantes. Un lien sentimental implique forcément certaines contraintes et vous aurez du mal à les supporter.
Taureau. Exigeant tout en flexibilité, vous avez l'art de convaincre, de rallier et de motiver votre entourage. Les échanges extérieurs vous poussent à sortir de votre réserve, accès de jalousie, peur de l'abandon. Natif du signe Gémeaux, vous avez le plaisir de constater l'étendue de votre magnétisme. Vous avez douté de vous pour rien. Votre réceptivité et vos conseils seront précieux à vos proches et à votre partenaire. Vos élans vous guident dans le bon sens. Vous avez besoin de les vivre sans réserve. Natif du signe Cancer, une trop grande naïveté peut vous amener à des dépenses inconsidérées. Gardez le sens de la mesure. Si vous parvenez à admettre certaines contraintes, vous y gagneriez à long terme. Ne précipitez rien. Avancez par priorité, vous éviterez des conflits. Alors, lâchez du lest. Amis Lion, les activités de groupe, le travail en équipe vous apportera de grandes satisfactions, d'amour propre. Avec votre douce moitié, vous serez tenté de parler beaucoup plus vite que vous ne pensez. Attention aux gaffes, sinon, restez vous-même. Vierge, vous irez plus loin que jamais à l'essentiel. Des opportunités insolites, positives se présenteront à vous. Votre nature amoureuse et affective vous aidera à débrider dans le bon sens. Natif du signe Balance, la voie de la facilité ne sera pas la meilleure. Réfléchissez avant de vous engager. Émotionnellement, vous vous sentirez plus vulnérable. Chassez vos doutes et laissez les choses avancer à leur rythme naturel. Scorpion, les efforts que vous ferez vous mènent tout droit à la réussite. L'action est la meilleure solution. Vous serez à fleur de peau émotionnellement, soit vous en profiterez pour vous dévoiler, soit pour vous isoler. Natif du signe Sagittaire, vous aurez l'énergie d'aller au bout de vos idées. N'attendez pas l'assentiment des autres, forcez plutôt. Un succès est à votre portée. Vous êtes en veine dans vos échanges en étant vous-même. C'est le moment de profiter des délices, d'aller devant des rencontres et pourquoi pas insolites. Toujours parlant des prévisions astrologiques, passe à présent aux natifs du signe Capricorne. Chers amis Capricorne, c'est avec optimisme que vous allez vous tourner tout simplement vers la réalisation de vos projets. Vous voici à l'écoute de vos idéaux profonds ce jour, tout en vous affirmant sans barrière face à votre partenaire dans l'authenticité qui est la vôtre. Verseau, il y a des conflits autour de vous, ne vous laissez pas miner et n'hésitez surtout pas à donner votre avis. Un dialogue va vous aider à mettre le doigt sur une faille sentimentale dans votre vie de couple. Terminons par les natifs du signe Poisson. Chers amis Poisson, vous avez l'art de provoquer les autres. Mettez de l'eau dans votre vin avant d'avoir des regrets. Votre entourage vous écoutera et vous montrera qu'il vous a compris dès qu'il trouvera l'opportunité. C'est ainsi que nous refermons cette rubrique. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de cette rubrique horoscope du jour. Chers amis internautes, ici sur Refem Free Matin ce matin. Bonne fête de l'indépendance aux Français et à la communauté française vivant au Bénin. Chers amis internautes, on se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de programme sur les www.ezetv.bj.